À plus de 1000 pieds sous le niveau du terrain environnant, plongés dans les nuages, ils n'ont aucune idée qu'ils se dirigent droit vers une montagne. Restez à l'écoute. Avez-vous déjà entendu l'expression « rubbish in, rubbish out » ? Cela fait référence à l'entrée de données erronées dans un ordinateur qui renvoie alors des résultats erronés. Et dans le monde de l'aviation, avec ces systèmes informatiques de plus en plus complexes, cela prend un sens tout particulier. En 1995, l'une des catastrophes les plus meurtrières impliquant un transporteur américain a eu lieu, lorsque l'équipage du vol 965 d'American Airlines n'a pas remarqué qu'ils avaient programmé le mauvais point de cheminement dans leur ordinateur de gestion de vol. C'était une simple erreur innocente, mais qui a conduit l'avion sur une trajectoire vers un terrain élevé, sans que les pilotes ne s'en rendent compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce jour-là, l'industrie aérienne a retenu une leçon particulièrement dure. Depuis ce jour, la vérification rigoureuse des points de passage et des données entrées dans l'ordinateur de bord est devenue une discipline incontournable pour tous les pilotes. Cela signifie donc qu'un accident similaire ne devrait pas être possible aujourd'hui, n'est-ce pas ? Eh bien, cela nous amène à l'histoire d'aujourd'hui, qui a eu lieu le 10 novembre 2016. Cette journée aurait dû être une journée de garde pour les deux pilotes concernés. Mais en fin d'après-midi, le 9 novembre, le contrôleur des opérations de Wizz Air les a appelés et les a informés qu'ils devraient effectuer 4 vols le jour suivant. Le premier de ces vols devait être un vol de repositionnement ou vol ferry de Budapest en Hongrie jusqu'à Niš en Serbie. Et ces types de vols de ferry sont parfois nécessaires lorsqu'un avion doit être amené d'un aéroport à un autre pour des raisons techniques ou opérationnelles. Cela signifie en gros que les pilotes déplacent eux-mêmes l'avion, parfois avec leur personnel de cabine, mais sans passagers. Et cela peut souvent conduire à une atmosphère plus détendue à bord. Quand les pilotes sont enfin arrivés à leur salle d'équipage à Budapest le 13 novembre, ils ont sûrement attendu avec impatience ce premier vol. C'est toujours amusant de faire quelque chose d'un peu différent. Aucun d'eux n'avait encore volé vers l'aéroport de Niš, donc en passant en revue le pré-vol, ils ont sûrement examiné de près le tableau d'arrivée et d'approche pour savoir à quoi s'attendre. Sans oublier, bien sûr, la météo générale et les NOTAMs, mais tout semblait assez simple. Satisfaits de la préparation, ils sont allés informer leurs 4 collègues de l'équipage de cabine, probablement tout aussi impatients de commencer leur journée de façon très détendue. Alors qu'ils se dirigeaient vers le brillant Airbus A320-200. Les pilotes décidèrent que le copilote serait aux commandes pour ce premier segment du vol ferry, et que le commandant de bord serait donc pilote surveillant. Mais cela a du sens pour moi car il volait vers une nouvelle destination. En tant que commandant de bord, c'est toujours agréable d'être le pilote qui surveille, car cela donne une meilleure vue d'ensemble de l'opération générale et permet de repérer les éventuels problèmes en avance et de planifier en conséquence. Du moins, c'était l'idée. Il peut y avoir des situations où le commandant de bord doit piloter, surtout si la piste est courte ou s'il y a d'autres limitations opérationnelles, mais ce n'était pas le cas ici, même si l'approche semblait un peu délicate. Lorsqu'ils sont entrés dans le cockpit, le commandant de bord a d'abord vérifié l'état technique de l'avion, qui était parfait. Aucun problème technique n'était en cours. Il est rapidement sorti pour inspecter l'avion pendant que le copilote préparait le cockpit. Pendant ce temps, une hôtesse de l'air a demandé à rester dans le cockpit durant le vol, ce que le pilote a accepté. Ou l'inverse, le pilote a peut-être demandé. Nous ne savons pas avec certitude. Mais ce n'est pas inhabituel sur les vols de positionnement, car cela donne à l'équipage de cabine l'occasion de profiter des vues depuis le poste de pilotage. Mais aussi pour mieux comprendre la charge de travail à laquelle les pilotes sont confrontés pendant les différentes phases de vol, quelque chose qui, aujourd'hui, reste en grande partie caché derrière la porte verrouillée du cockpit. Pour nous, les pilotes, c'est agréable de pouvoir discuter avec nos collègues de l'équipage de cabine, une opportunité rare pour les pilotes de courte distance de nos jours. Mais cela peut aussi créer un environnement qui peut devenir un peu trop détendu et donc conduire à des distractions s'il n'est pas bien géré. Alors, qui étaient les pilotes de ce vol ? Eh bien, le commandant de bord avait 62 ans et était très expérimenté. Il avait volé plus de 22 000 heures au total, dont près de 5 500 sur ceux de la famille Airbus A320-200. Ce jour-là, il a dit qu'il se sentait bien, mais qu'il n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente, donc il se sentait aussi un peu fatigué.
Son copilote avait 49 ans et était également relativement expérimenté, avec près de 5000 heures de vol total et un peu plus de 2000 heures sur l'Airbus A320 et 321. Il venait de rentrer de quelques jours de congé annuel et n'avait donc pas du tout volé pendant les 10 jours précédents. Mais il se sentait en pleine forme, ce qui était peut-être une autre raison pour lui de piloter la première étape. Dans tous les cas, les pilotes continuent à préparer l'avion selon leurs procédures standards. Le copilote a terminé le briefing de départ, puis ils ont briefé leurs collègues du personnel de cabine sur l'utilisation du jump seat, du casque et du masque à oxygène, une procédure obligatoire chaque fois qu'une personne voyage sur le jump seat. Une fois que tout le monde était prêt, le copilote a demandé et reçu l'autorisation pour le pushback et le démarrage. Le vol Wizz Air 801 a effectué son pushback, démarré ses moteurs et s'est dirigé vers la piste. Tout se passait bien, alors que l'avion continuait son trajet vers la piste et ils se sont rapidement alignés sur la piste et ont reçu leur autorisation de décollage. Les copilotes ont réglé la poussée de décollage. L'avion a accéléré et a décollé normalement. Ils étaient maintenant en route vers Niš, grimpant comme une fusée grâce au faible poids de l'avion sans passagers. Maintenant, avant d'aller plus loin, il vaut la peine d'expliquer un peu plus sur la destination vers laquelle ces pilotes volaient maintenant. L'aéroport Niš-Constantin-le-Grand est le deuxième plus grand aéroport de Serbie. Il est situé dans la partie sud du pays, près de la Stara Planina, ou Vieille Montagne, qui font partie de l'extrémité ouest de la chaîne de montagnes des Balkans, juste à la frontière entre la Serbie et la Bulgarie. Et c'est l'une des plus grandes menaces à Niš, le terrain très élevé entourant l'aéroport, car il est en fait situé dans une sorte de vallée. Alors que l'altitude de la piste n'est que de 650 pieds, elle est entourée de tous les côtés par un terrain très élevé. Avec une altitude sectorielle minimale MSA atteignant jusqu'à 7000 pieds, les MSA sont des altitudes qui sont mises en évidence sur nos cartes de navigation et elles garantissent toujours un dégagement minimum de 1000 pieds au-dessus du relief. C'est une chose dont nous, pilotes, devons constamment être conscients. Maintenant, si vous êtes sur un plan de vol aux instruments, ce qui est le cas de tous les gros avions, vous pouvez bien sûr descendre en dessous du MSA, mais seulement si vous suivez une procédure de trajectoire préapprouvée. Et le relief élevé autour de cet aéroport faisait que le suivi précis de la trajectoire était vraiment crucial. De ce fait, toutes les procédures d'approche et d'arrivée à Niš étaient planifiées avec des contraintes d'altitude strictes, un point important à garder à l'esprit. Souvenez-vous, je mentionnais l'importance de noter les altitudes minimales et la route pendant le vol. Une autre chose qui deviendra vraiment importante bientôt est un système dont vous m'avez peut-être entendu parler dans certaines de mes autres vidéos. Le système d'alerte de proximité du sol amélioré, ou EGPWS. Ce système est super intelligent et probablement l'une des choses qui ont le plus amélioré la sécurité et qui ont été installées sur les avions récemment. Il utilise une base de données appelée WGS84 ainsi que des entrées du système de positionnement global pour s'assurer qu'il sait toujours exactement où se trouve l'avion, par rapport au terrain environnant, aux obstacles et aux structures artificielles. Il peut fournir une série d'avertissements et de précautions à l'équipage afin de les alerter si, par exemple, l'avion s'approche trop du sol alors que le train d'atterrissage est dans la mauvaise position ou si la configuration des volets n'est pas correctement réglée. Il peut aussi le faire si l'avion n'obtient pas une montée positive au décollage ou si son taux de descente à l'approche est trop élevé. En plus de l'alerte, le système EGPWS peut aussi fournir des informations sur le relief qui peuvent être affichées en superposition sur l'écran de navigation pour donner une sorte de carte du terrain autour de l'avion. Dans ce mode, le système colore le relief en vert pour tout ce qui est en dessous de l'avion ou en noir si c'est vraiment très loin en dessous. Tout ce qui se situe entre le même niveau et 1000 pieds au-dessus est affiché en jaune clair, les blocs, ce qui est au-dessus de cela en jaune foncé, et le relief à plus de 2000 pieds au-dessus en rouge. Les pilotes doivent désormais choisir d'afficher soit le radar météo, soit l'affichage du terrain, car ils ne peuvent pas être affichés simultanément sur le même écran. Et lorsqu'ils opèrent dans des zones à relief élevé, comme l'aéroport de Niš, dans ce cas, il est généralement judicieux qu'un pilote ait l'affichage du terrain et que l'autre ait le radar météorologique. Airbus utilise actuellement un EGPWS de Honeywell doté de 6 modes différents qu'il est utile de connaître. Les 5 premiers modes alertent sur un taux de descente ou de rapprochement du terrain excessif, une perte d'altitude après décollage ou remise des gaz, un dégagement du terrain dangereux hors configuration d'atterrissage et une déviation excessive sous la trajectoire de descente. Et le 6e mode se contente de fournir des annonces conseils comme l'angle de roulis ou les altitudes minimales.
Mais celui qui deviendra vraiment intéressant dans cette histoire est le mode numéro 2, le taux de rapprochement du terrain excessif. Ce mode comprend des avertissements comme terrain-terrain qui se transforment en alerte si l'avion entre dans la zone d'alerte. Et voici une différence entre l'ancien GPWS que l'équipage de l'accident de Cali avait et le système amélioré dont nous parlons ici. Vous voyez, dans le système amélioré, il ne réagit pas seulement au terrain, il peut aussi anticiper, prédisant efficacement un conflit et offrant donc un temps d'alerte beaucoup plus long. Il le fait en projetant devant l'avion des bandes qui montrent où se trouvera l'appareil dans les prochaines minutes en fonction de sa trajectoire et de sa vitesse actuelle. Il compare ensuite cette projection à sa base de données du relief. Et si cette projection indique que les bandes risquent de heurter le terrain, alors il déclenche une alerte. L'alerte de prudence se déclenche normalement lorsque l'avion est à environ 40 à 60 secondes de l'impact. Et l'alerte de remontée retentit ensuite environ 30 secondes avant. 30 secondes, ce n'est toujours pas beaucoup de temps. Mais comme elle est basée sur une fonction prédictive orientée vers l'avenir, cela devrait suffire si les bonnes réponses sont suivies. Une fois l'avion à son altitude de croisière, l'équipage s'est détendu. Ils ont ensuite fini leur tâche administrative. L'ambiance à bord était certainement détendue et agréable à ce moment-là. Peut-être avec la porte du cockpit ouverte et avec plus de membres d'équipage venant et visitant. Mais à l'approche du point de début de descente, l'équipage a commencé à se concentrer et à se préparer pour l'arrivée. Avec les menaces liées au relief bien présentes à l'esprit, il était particulièrement important de faire un briefing complet à ce moment-là. Comme aucun des pilotes n'avait jamais opéré dans cet aéroport jusqu'à présent sans expérience de l'aéroport et des autorisations que le contrôle du trafic pourrait leur donner, l'équipage a décidé de mettre en place l'arrivée et l'approche suggérée sur leur plan de vol, l'arrivée SOSEC 1 Romeo Alpha. Après avoir vérifié la météo, ils ont vu que la piste 11 était en usage avec une approche VOR. L'Airbus A320 dispose d'un FMC, un Flight Management Computer permettant à l'équipage de programmer l'itinéraire ainsi que les procédures d'arrivée et d'approche prévues. Donc, l'équipage ici a simplement sélectionné l'arrivée SOSEC 1 Romeo Alpha puis a ajouté l'approche VOR 11 à partir du menu déroulant d'approche. Le FMC permet aussi de choisir un point de transition ou de passage, et pour le SOSEC 1 Romeo Alpha. L'aide à la navigation November India Sierra était le dernier point avant la transition vers l'approche procédurale VOR. Il l'aurait donc probablement également sélectionné. Lors de l'utilisation des arrivées et approches programmées par le FMC. Le Compact Display Unit, ou CDU, affiche aussi toutes les vitesses et contraintes d'altitude pertinentes intégrées dans ces procédures. Par exemple, dans ce cas, l'exigence était d'être à 4300 pieds ou plus jusqu'au passage. Ribar Lamov et une aide à la navigation appelée Juliette Sierra Tango. Une fois sélectionnées, ces informations étaient aussi visibles sur leurs écrans de navigation. Une fois les préparatifs terminés, les pilotes ont discuté des menaces potentielles pour l'approche, notamment la trajectoire de descente VOR plus raide que d'habitude, ce qui pourrait les obliger à se configurer plus tôt pour réduire la vitesse. Et aussi le fait qu'il s'agissait d'une approche non précise qui nécessite toujours une concentration plus élevée, de la diligence et le respect des procédures. Maintenant, inclure les menaces potentielles dans le briefing est un concept relativement récent. Parce qu'il a été constaté qu'en visualisant et en élaborant des stratégies pour faire face aux menaces anticipées, de nombreuses erreurs peuvent être évitées et les équipages deviennent généralement plus résilients. C'est similaire à vous qui planifiez une situation de trafic chargé et qui quittez donc votre maison plus tôt pour le travail, mais à une échelle beaucoup plus grande. Maintenant, l'approche VOR vers la piste 11, dans ce cas, impliquait également quelque chose connu sous le nom de virage procédural. En partant du VOR November India Sierra, puis en passant par Lamov pour rejoindre Ribar et enfin le point d'approche final Juliette Sierra Tango avec l'arrivée SOSEC 1 Romeo Alpha, l'équipage aurait dû suivre toute cette procédure de vol. Mais il y avait en fait une meilleure arrivée disponible pour eux, qui les mènerait en ligne droite vers Ribar et Juliette Sierra Tango pour une approche directe. Cette approche était appelée SOSEC 2 Alpha, mais comme l'équipage n'était pas familier avec l'aéroport, ils ont simplement suivi ce qui était dans leur plan de vol à la place. Il convient de préciser ici qu'il existait également une transition entre Juliette Sierra Tango et le radiophare NDB sur cette arrivée, pour permettre d'accéder à l'approche VOR depuis d'autres directions également. Et cette transition Juliette Sierra Tango deviendra bientôt importante.
Mais l'équipage n'a sûrement pas autant examiné les diverses arrivées. Cette approche comportait des menaces supplémentaires, comme une approche plus raide que la normale, comme mentionné précédemment. Mais aussi que le cap d'arrivée sur l'approche était de 115 degrés, mais que la direction de la piste était de 109 degrés, ce qui signifie un décalage de 6 degrés. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais cela aurait signifié que la piste ne serait pas directement devant eux lorsqu'ils deviendraient visibles. Et ils auraient donc aussi dû effectuer quelques manœuvres en fin de trajectoire. Les pilotes ont donc discuté de la manière dont ils comptaient voler tout cela, et auraient couvert des éléments tels que comment et quand ils ralentiraient et configureraient l'avion, si le temps était convenable pour l'approche et ce qu'ils s'attendaient à voir une fois en visuel. Mais cela soulève la question à quoi ressemblait le temps? Eh bien, alors que les conditions au sol étaient relativement bonnes, avec des vents faibles et variables, un QNH de 1013 et une température de 6 degrés Celsius en altitude, la situation était un peu différente. Il y avait plusieurs couches de nuages en altitude qui obscurciraient la vue du terrain. Ainsi, pendant la descente, l'équipage volerait presque entièrement à l'intérieur d'un nuage, empêchant toute orientation visuelle. Il est également crucial de s'en souvenir. L'équipage a vite reçu le feu vert du contrôleur pour entamer la descente vers la destination. Et ils ont également rapidement approché Sosek, qui était le point de départ de leur procédure d'arrivée. Mais lorsqu'ils étaient presque au-dessus de ce point, le contrôleur les a soudainement appelés et les a autorisés à suivre l'arrivée Sosek 2 Alpha au lieu de Sosek 1 Romeo Alpha. Comme mentionné, c'était en réalité un meilleur itinéraire pour eux dans l'ensemble, mais pas celui qu'ils avaient préparé. Il n'est pas rare qu'il y ait plusieurs arrivées partant du même point et allant à la même piste. La raison en est que ces différentes options peuvent être utilisées selon les aides à la navigation disponibles, ou pour des raisons de séparation du trafic. Et si vous vous retrouvez à avoir programmé et briefé une arrivée et que vous êtes soudainement autorisé pour une autre, vous pouvez toujours essayer de vous simplifier la vie en demandant au contrôleur si vous pouvez suivre celle que vous avez prévue et il se peut qu'il l'autorise. Mais si ce n'est pas possible, ou comme dans ce cas, cela impliquerait une trajectoire beaucoup plus longue. Eh bien, il est alors très important que les pilotes saisissent la nouvelle procédure d'arrivée dans l'ordinateur de gestion de vol, la vérifient minutieusement, puis la briefent à nouveau, car l'itinéraire et les altitudes peuvent être très différents. Mais dans ce cas, l'équipage semblait être un peu pressé. Ils ont donc simplement entré la nouvelle arrivée dans le FMC et l'ont exécutée sans jamais la parcourir ni la briefer correctement. Et cela alors qu'ils avaient largement le temps de le faire à ce moment-là. S'ils l'avaient regardé, ils auraient remarqué que la Sosek 2 Alpha, comme je l'ai mentionné plus tôt, ferait arriver l'avion sur une route plus directe via Ribar, puis vers le NDB Juliet Sierra Tango pour l'approche. Mais vous vous souvenez de la transition Juliet Sierra Tango dont j'ai parlé plus tôt? Cette transition comprenait un virage de procédure de Juliet Sierra Tango via un point appelé Niche 308 Ribar, puis retour à Juliet Sierra Tango. Mais dans la direction d'arrivée du vol 801, il n'y avait aucune raison de faire ce détour. Ils arrivaient déjà de Ribar directement vers Juliet Sierra Tango et pouvaient donc poursuivre l'approche directement. Mais ce changement de procédure était toujours possible. Et lorsque les pilotes ont rapidement entré cette nouvelle arrivée, ont resélectionné l'approche via Juliet Sierra Tango et l'ont exécutée, elle est restée. S'ils avaient sélectionné l'option sans transition, cela aurait résolu le problème. Souvenez-vous, données erronées, résultats erronés. L'altitude minimale que tous les avions devaient maintenir jusqu'à Juliet Sierra Tango était de 4300 pieds. Cela était valable aussi bien depuis la direction de Ribar que pour le virage de procédure après Juliet Sierra Tango, en venant de l'autre direction. Le seul moment où il était permis de descendre en dessous de 4300 pieds, c'était après le passage de Juliet Sierra Tango, et une fois établi sur l'axe final entrant au Cap 115 vers le VOR. Et cela va devenir très important bientôt. Les pilotes ont continué à descendre selon les altitudes minimales de l'arrivée et après avoir passé Ribar, ils auraient dû régler 4300 pieds, qui est l'altitude de plateforme pour l'approche VOR. Mais au lieu de cela, le copilote a sélectionné 1000 pieds en descente ouverte, ce qui a provoqué une descente prématurée bien en dessous de l'altitude minimale. Il n'a pas signalé ce changement de mode au commandant, ce qui est une violation grave des procédures, surtout en zone montagneuse.
Mais heureusement, le commandant a rapidement repéré l'erreur et lui a ordonné de remonter immédiatement à 4300 pieds. On ne sait pas pourquoi cette erreur s'est produite, mais 1000 pieds était leur altitude minimale de descente sur l'approche VOR, arrondie depuis 970. Et il est possible que le copilote, un peu stressé par l'approche décalée et raide, ait simplement fait une erreur ici. Et ce ne serait pas la dernière. Ce couac a probablement augmenté la charge de travail du copilote. Car le point réel de descente, Juliette Sierra Tango, se trouvait à moins de 3 nautiques lorsque cela est arrivé, ce qui pourrait aussi expliquer la suite. Alors que l'avion passait Juliette Sierra Tango, le copilote s'attendait enfin à pouvoir commencer la descente vers l'aéroport. Il y avait aussi beaucoup d'autres configurations à faire, et tout cela aurait fait partie de l'image mentale qu'il se faisait désormais de l'approche à venir. Mais là, quelque chose de complètement déroutant s'est produit. L'avion a soudainement commencé à virer à gauche. Bien sûr, cela s'est produit à cause de la trajectoire chargée dans l'ordinateur de gestion de vol. Mais le copilote qui pilotait ne voulait pas que cela se produise. Il a donc tiré le bouton de cap pour prendre la direction en manuel et maintenir l'avion en ligne droite. Et il a aussi rapidement engagé la descente vers 1200 pieds. Le commandant, qui avait repéré l'erreur d'altitude précédente, a alors dit qu'il valait mieux laisser l'avion faire le virage de procédure complet. À ses yeux, il s'était déjà écarté du radial d'approche. Il a donc probablement pensé que, même si c'était embêtant, un virage ne serait pas dramatique, et qu'il pourrait simplement commencer l'approche en revenant au NDB après le virage. Mais d'une façon ou d'une autre, il n'a pas remarqué que le copilote avait aussi commencé à descendre. Rappelez-vous, l'altitude minimale était 4300 pieds jusqu'à être établie en rapprochement du NDB Juliette Sierra Tango. Et cela pour de très bonnes raisons. Il y avait plusieurs montagnes élevées dans cette zone, dont un sommet à 3152 pieds, assez proche de la trajectoire d'approche. Au lieu de laisser le copilote, toujours en charge du pilotage, gérer le virage, le commandant est intervenu et a simplement tourné le sélecteur de cap lui-même avant de réactiver la navigation latérale. Et pendant ce temps, le copilote réduisait simultanément le taux de descente de 1100 pieds par minute à 700. Je tiens à souligner ici qu'il n'est jamais bon que les deux pilotes interviennent en même temps sur les commandes de vol ou le panneau de contrôle de mode. Il est très important que chacun reste dans sa zone de responsabilité pour éviter toute confusion sur qui est aux commandes. Et c'est d'autant plus vrai lorsque le copilote pilote l'avion, car l'intervention du commandant peut complètement le priver d'initiative et de conscience de la situation. Ce qui se passait maintenant, c'est que les deux pilotes avaient deux visions complètement différentes pour résoudre la situation actuelle. Le commandant voulait compléter le virage tout en maintenant 4300 pieds jusqu'à survoler Juliette Sierra Tango à nouveau, tandis que le copilote voulait poursuivre l'approche en manuel et avait donc commencé à descendre. Et le résultat a été la pire combinaison possible de ces deux plans. À une altitude de seulement 2200 pieds, l'appareil suivait un cap de 158 degrés pour rejoindre la trajectoire vers Juliette Sierra Tango. Mais cela signifiait aussi qu'un immense relief culminant à 1000 pieds au-dessus leur faisait maintenant face. À ce moment-là, le commandant a dû réaliser soudainement que l'avion ne maintenait pas son altitude. Il a alors crié « Pourquoi descendons-nous ?» tout en ordonnant au copilote d'interrompre l'approche immédiatement et de virer à gauche. Mais à ce moment-là, ils étaient déjà descendus encore plus bas, jusqu'à 1880 pieds. Et ils étaient désormais si proches de la montagne que le système avertisseur de proximité du sol s'est déclenché, hurlant « Terrain ahead, pull up ». Désormais, lorsque cet avertissement retentit, une procédure très précise doit être suivie immédiatement et sans hésiter. Et cela est connu sous le nom de Terrain Escape Maneuver. Dans l'Airbus, cette manœuvre comprend la désactivation du pilote automatique, le tirage du manche à balai à fond, les leviers de poussée à pleine vitesse, take-off, go-around, les freins vérifiés en bas et les ailes à niveau ou ajustées. Il est super important que le pilote en fonction exécute immédiatement ces éléments de mémoire et c'est le travail du pilote surveillant de s'assurer que tout est fait correctement, de surveiller les performances de l'avion et de signaler toute tendance vers le terrain. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que lorsque le commandant de bord a demandé au copilote de faire demi-tour et de monter, le copilote a réagi en engageant le pilote automatique en pleine montée, même si le pilote automatique devrait être immédiatement déconnecté dans ce cas.
Et après cela, les deux pilotes ont commencé à tirer sur leurs manches à balai respectifs, mais aucun d'eux n'a déplacé les leviers de poussée dans la butée Take-off, Go Around. Ainsi, la poussée est restée en montée normale comme indiqué par le pilote automatique et la poussée automatique. Encore une fois, le respect des procédures standards et l'adhésion au rôle désigné auraient probablement permis de détecter ces erreurs. Mais un sentiment de panique commençait maintenant à se propager et avec cela, la communication se dégradait encore plus, ce qui signifie que la poussée est restée inchangée. Maintenant, lorsque deux pilotes tirent en arrière sur leurs manches à balai en même temps, sans que personne ne prenne la priorité, le système de commande de vol électrique de l'Airbus prendra en compte ces deux entrées, dans ce cas. Cela signifie que le nez de l'avion s'est rapidement élevé, atteignant presque un angle de montée de 21 degrés. Et que se passe-t-il si l'inclinaison du nez augmente soudainement sans que la poussée maximale soit sélectionnée? Eh bien, la vitesse commence à chuter pendant que l'angle d'attaque augmente en même temps. Vous rappelez-vous que j'ai évoqué plus tôt l'accident d'American Airlines à Cali et comment ils avaient été amenés à voler vers une montagne à cause d'une erreur dans leur FMC? Eh bien, c'est très similaire à ce qui s'est produit ici. Les similitudes deviennent presque troublantes puisque cet équipage a aussi mal exécuté la manœuvre d'évitement de terrain au départ. Mais c'est ici que des décennies d'avancées techniques viennent enfin en aide aux pilotes. Car non seulement cet équipage a reçu l'avertissement de proximité de terrain nettement plus tôt que celui du vol d'American Airlines 965, mais il disposait aussi des protections impressionnantes de l'Airbus A320. Vous voyez, l'Airbus intègre de nombreuses protections, appelées Hard Protections. Ce sont des actions non annulables mises en œuvre par le système d'AutoFlight pour maintenir l'avion dans une enveloppe de vol sécurisée. Et elles sont disponibles tant que l'avion fonctionne sous la loi normale. L'une de ces protections s'appelle l'Alpha Floor, qui s'active lorsque la vitesse de l'avion tombe en dessous de la vitesse minimale sélectionnable, conjointement avec un angle d'attaque élevé. Tout cela se produisait dans ce cas à cause de l'angle de montée extrêmement élevé, combiné à un virage pour éviter le terrain et une vitesse en chute libre. Lorsque cela est détecté, l'une des réactions est d'engager automatiquement la poussée maximale en mode TOGA, puis de verrouiller cette poussée à l'aide d'une fonction appelée TOGA Lock. Cette fonction, comme son nom l'indique, maintient la poussée en mode TOGA jusqu'à ce que l'équipage la déverrouille en désactivant l'autotrust. Ainsi, alors que ces pilotes inclinaient maintenant l'appareil vers le haut et viraient avec une vitesse en baisse, l'avion leur a en réalité fourni une poussée maximale. Même s'ils ne l'avaient pas réglé initialement, ils ont finalement déplacé les manettes de gaz en position TOGA, mais à ce moment-là, le TOGA Lock était déjà enclenché. Et cela aurait été visible sur leur Primary Flight Display dans le FMA. Et comme nous allons le voir, cela allait rapidement leur causer un tout nouveau problème. Vous voyez, après avoir frôlé un incident potentiel de collision avec le terrain où, à part une perte de conscience situationnelle, le pilote était au moins aux commandes, ils ont commencé à prendre du retard par rapport à l'avion, ce qui signifie essentiellement qu'au lieu qu'ils pilotent l'avion, c'est l'avion qui les pilote. Durant toute cette épreuve, l'équipage n'était pas en contact avec le contrôleur d'approche de niche. La dernière fois qu'il avait eu un retour de leur part, c'était lorsqu'ils avaient récité leur autorisation d'approche. Mais maintenant, ils l'ont rappelé, en expliquant qu'ils avaient effectué une remise de gaz. Le contrôleur a répondu en demandant à l'équipage de maintenir l'altitude de remise de gaz de 4300 pieds, mais à ce stade, cette altitude était déjà bien en dessous d'eux. Ils ont dépassé l'altitude prévue pour la procédure manquée, probablement à cause de leur très faible poids et du fait qu'ils donnaient la priorité à la manœuvre d'évitement de terrain, ce que je comprends parfaitement. Mais une fois certain que le terrain ne constituait plus un facteur, le copilote a commencé à abaisser le nez pour essayer de niveler l'altitude. Et devinez ce qui s'est passé ensuite? Oui, puisque l'auto-thrust était toujours en TOGA Lock, cela n'a pas empêché que l'équipage réduise la poussée. Les moteurs ont continué à produire la poussée maximale tant que les pilotes n'ont pas complètement désengagé l'auto-thrust. Un détail intéressant ici, le TOGA Lock se désengage sur d'autres modèles d'Airbus, mais pas sur l'Airbus A320. Quoi qu'il en soit, cette forte poussée a rapidement accéléré l'avion léger, qui a atteint une vitesse stupéfiante de 330 et un nœud, seulement 19 nœuds en dessous de la vitesse maximale certifiée pour cet avion. À environ 6500 pieds, les pilotes ont enfin réussi à désengager l'autotrust et à ramener la vitesse sous contrôle. Et environ 30 secondes plus tard, ils ont également réussi à se stabiliser à l'horizontale.
Ils ont atteint une altitude maximale de 7640 pieds, soit 3340 pieds au-dessus de l'altitude autorisée, et une vitesse supérieure de 81 nœuds à la vitesse maximale permise dans cet espace aérien. Heureusement, il n'y avait pas d'autres avions dans l'espace aérien, ce qui évita tout conflit avec le trafic. C'est un excellent exemple de la rapidité avec laquelle une erreur peut entraîner une cascade de dysfonctionnements. Et cela quand la discipline en cabine n'est pas strictement respectée. À titre personnel, je pense aussi qu'à ce stade, encore une fois, cela souligne les problèmes liés à l'idée d'Airbus de ne pas avoir de commande latérale active ni de manette des gaz automobiles pour fournir des indications tactiles aux pilotes sur ce qui se passe. Dans ce cas encore, les deux pilotes intervenaient sur les commandes en même temps. Et même si le Toga Lock était indiqué sur leur afficheur de mode de vol, il a fallu longtemps aux pilotes pour s'en rendre compte. Cela aurait été évident si la manette de gaz montrait réellement l'action de la poussée. D'un autre côté, la protection Alpha-Flor remarquable et le Toga Lock ont probablement sauvé la situation lors de la manœuvre d'évitement de terrain. Je retiendrai donc cela comme une réussite des systèmes de sécurité de l'Airbus. Une fois que la situation s'est un peu calmée, les pilotes ont repris la procédure manquée publiée et sont redescendus à 4300 pieds. Après cela, une autre approche procédurale a été effectuée, cette fois pour un atterrissage réussi sans autre incident. Mais je parie que les pauvres membres d'équipage assis sur le jump seat ont probablement gagné quelques cheveux blancs et aussi quelques histoires à raconter à leurs collègues après ça. L'équipage a bien évidemment signalé cet incident, mais il a fallu quelques jours aux autorités pour réaliser à quel point cet incident était grave. À ce moment-là, l'enregistreur de la cabine de pilotage avait déjà été perdu, si bien que cette histoire se base sur les données de vol, les enregistrements, les interviews et d'autres données récupérables. L'enquête a révélé que l'incident était dû à l'exécution incorrecte de la route d'arrivée remise en service, qui n'avait pas été correctement briefée par les pilotes. Cela les a ensuite conduits à descendre au mauvais moment, directement vers le terrain, ce qui a été suivi d'une manœuvre d'évitement de terrain mal exécutée et de dépassement d'altitude et de vitesse. La cause principale de tout cela était une communication insuffisante et une mauvaise répartition des tâches entre les pilotes, ce qui a entraîné une perte de conscience de la situation au fur et à mesure que l'urgence s'aggravait. Et en plus de cela, les pilotes n'étaient pas toujours conscients de ce que faisaient les automatismes. Le tout étant aggravé par la météo, le faible poids de l'avion et possiblement aussi par quelques distractions dues à la présence d'une autre personne dans le cockpit. Mais ce qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment souligné, c'est l'apparition évidente de ce qu'on appelle l'effet de sursaut startle effect. C'est ce qui se passe lorsqu'un événement véritablement inattendu survient, augmentant rapidement le niveau de stress et entraînant souvent quelques secondes d'hésitation avant que l'on réagisse. Et quand nous le faisons, il est essentiel de suivre les procédures apprises, car sinon, des erreurs comme celle-ci peuvent facilement survenir. Il est très difficile de s'entraîner à cela. La réaction au sursaut, surtout en simulateur, car il devient souvent évident que nous préparons l'équipage à une manœuvre d'évitement de terrain, par exemple. C'est pourquoi le véritable sursaut est souvent expérimenté pour la première fois en situation réelle. C'est pourquoi un entraînement rigoureux aux procédures, une solide maîtrise technique et une discipline stricte en cockpit sont tellement importants. Wizz Air a pris cet incident très au sérieux et a revu son programme de formation concernant les manœuvres d'évitement de terrain, les approches non-précision et le respect des zones de responsabilité en cockpit. Les informations sur cet événement ont ensuite été communiquées à tous les pilotes de la compagnie afin que chacun puisse en tirer des enseignements. Les pilotes impliqués ont reçu une formation complémentaire et ont ensuite été autorisés à reprendre la ligne. C'est exactement ainsi que cette industrie reste aussi sûre. Vous voyez ? Des erreurs se produiront toujours. Nous sommes tous humains, mais tant qu'il y a honnêteté et transparence, cela ne devrait pas mener à des procédures disciplinaires. Au contraire, nous pouvons tous en tirer des leçons et, espérons-le, éviter de commettre des erreurs similaires à l'avenir. Cette vidéo a été rendue possible grâce à ma formidable équipe et au soutien constant des membres de ma communauté Patreon. Si vous souhaitez voir ces vidéos en avant-première et aider à leur production, rejoignez mon équipe sur patreon.com/join/mentourpilot ou cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Je vous souhaite une journée absolument fantastique où que vous soyez et je vous dis à la prochaine. Bye.